Bienvenue à ce grand live sur votre chaîne Télé 50. Nous sommes mercredi, 7e jour du mois de juillet, l'an 2021. Ce grand live est consacré à trois dossiers, notamment. Nous allons parler de l'état de siège dans la province de l'Ituri, 2 mois après l'évaluation avec un député national élu du Roumou dans cette partie du pays, force et faiblesse de la décision prise par le chef de l'État, exécutée déjà avec des dirigeants militaires à la tête de plusieurs entités. Voilà. Nous parlerons également dans le domaine de la santé de cette assistance aux malades nécessiteux. Le bilan 15 ans après avoir lancé cette idée à Lubumbashi, le médecin Foreman Mabala sera avec nous pour analyser ce sujet d'actualité, nous donner des éléments de réponse. Nous ne manquerons pas cet autre sujet d'actualité. La Banque centrale a une nouvelle équipe dirigeante, une gouverneure femme, une première dans l'histoire de ce pays avec 2 gouverneurs, 2 hommes justement, mais avec un conseil d'administration. Vous connaissez déjà ceux qui ont été promis. Qu'attendre justement de cette nouvelle équipe? On ne parle pas de leur provenance ethnico-tribale ou provinciale. Nous parlons de idéologie et de ce qu'ils attendent. Les grandes lignes de l'actualité avec vous, Christian Kalonji, pour le journal qui vous sera présenté par Christopher Rochokoum. Bonsoir, Christian. Par Fabien Lumbala. Merci d'être avec nous. Place à l'actualité, madame, messieurs. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a promulgué finalement la loi sur la Commission électorale nationale indépendante, dite loi Lutundula, une loi qui a été décriée par l'opposition et la société civile. Ces dernières ont exigé une harmonisation de vues autour de cette loi. Au cours d'une communication faite ce mercredi, la représentante des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a insisté sur la tenue des élections en 2023 pour, dit-elle, préserver un climat de paix dans le pays. Alors le rendez-vous est pris avec éventuellement des précisions sur ce qui vient d'être dit. Les titres donnés et tant d'autres sur la table de la rédaction dans moins d'1 heure sur nos antennes. Merci Christian. Dans quelques instants, on décolle. Jamais trahi, le Congo n'est jamais trahi.
le premier invité avec nous, je tiens à vous préciser que pour des raisons de contraintes personnelles, l'autre député national qui était annoncé, l'élu du Roumou dans l'Itourie, ne sera pas de la partie Jackson AOC, a eu des empêchements de dernière minute. Avec lui, on devait évaluer les avancées, les forces et les faiblesses de l'état du siège dans cette province du Congo démocratique. Nous recevons en premier lieu le médecin Foreman Mabala, médecin anesthésiste, réanimateur. Monsieur Mabala, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes passé par la presse avant d'aller au domaine de votre prédilection. Vous avez été journaliste, présentateur sur Raga, Raga TV, Raga Plus, Raga FM. Votre magazine À nous l'école, à l'époque du ministre Koutoumissa, À nous l'école, c'était un magazine consacré à l'éducation, à l'époque de Françoise Vita et autres. Alors, votre destin vous a fait pression et l'appel pour la médecine a été pressant. Vous êtes allé rejoindre Lubumbashi, la ville qui vous a accueilli pour ce domaine de prédilection. Foreman Mabala Kipulu, médecin anesthésiste réanimateur, vous avez terminé à l'université de Lubumbashi. Oui, alors, depuis 2005, une idée a caressé votre esprit, l'idée de pouvoir assister les malades nécessiteux. Qu'est-ce qui a motivé cette idée en 2005 alors que vous étiez médecin stagiaire? Je tiens d'abord à te remercier parce que de la même façon, tu m'accueilles sur ton plateau. Ça a été le cas à Raga. Je me rappelle, à peine arrivé, tu étais assistant de la directrice de programme et nous avons tellement bien collaboré et ça a donné le fruit que nous sommes en train de célébrer nous tous. Et c'est grâce à Raga que beaucoup de choses se sont réalisées dans ma vie et de certains de mes entourages. Alors, l'idée est venue de quelque part. Nous étions avec un ami Kaluba, qui me suit certainement en Afrique du Sud, et nous étions médecins stagiaires et nous avons remarqué qu'à Sendoué, pendant la période de la grève, les agents de la GECAMINE se plaisaient de compter les morts, de compter les décès la matinée. Dans les matins, quand ils venaient, leur bilan, c'était il y a eu 10 morts, il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors, une comptabilité macabre. Ouais. Cet ami-là, Kaluba et moi, nous nous sommes dit, bon, moi j'ai travaillé à Raga et lui il était boursier. Nous nous sommes dit qu'on pouvait se cotiser pour trouver quelque chose, enfin, d'établir une petite pharmacie. Et nous avons commencé à aider les malades comme ça. Et quand les comptables macabres dont vous faites allusion venaient très souvent les matins, remarquez qu'il n'y a plus de décès. Parce qu'il n'y avait plus de produits, il n'y avait plus d'intrants, il n'y avait rien. Mais nous, avec notre maudite cotisation, nous deux là, nous avons fait que les amis médecins stagiaires reviennent et nous avons commencé à prendre en charge les malades, surtout les démunis, ceux qui n'avaient pas de famille pour la suite. Alors que beaucoup de patients, lorsqu'ils débarquent dans les formations hospitalières, je ne dis pas toutes les formations, quelques-unes, surtout quand ce sont des gagnes petits, oui. Même le regard vis-à-vis de ces personnes, c'est un regard à problème. Oui. Un regard qui manque d'intérêt. Alors, 2005, l'idée vous vient et vous lancez ce qu'on appelle l'assistance aux malades nécessiteux. Alors que vous êtes correspondant de Raga, vous gagnez votre vie et en même temps étudier en médecine. Et 15 ans après, quelles ont été les réalisations? Bon, il y a eu beaucoup de réalisations. D'abord, je tiens à préciser, c'est le bureau d'assistance aux malades nécessités. Alors, c'est qu'on appelle le BAM. Donc, le BAM. Quand on parle du BAM, donc bureau d'assistance aux malades nécessités. Donc, nous avons réalisé beaucoup d'actions
Mais ce sont des actions que je peux dire des actions ponctuelles, parce que la plupart de ceux qui sont membres du bureau d'assistance aux malades nécessités sont des volontaires, sont des médecins qui... Olive Lembe Kabila est très engagé dans ce domaine pour voler au secours des démunis, surtout ceux que vous appelez malades nécessiteux, des cas qui nécessitent assez de moyens financiers. Est-ce que vous avez un domaine de collaboration avec OLK? En fait, je peux dire que je suis parmi les anesthésistes qui opèrent au sein de OLK. Donc, la fondation de Madame nous avait sollicité nos services. Donc, quand vous apprenez qu'on a opéré à Goma, qu'on a opéré, parmi les 3 anesthésistes, il y a Dr Mvoila, il y a Mwaluka et Mabala. Donc, hormis le fait d'être du BAM, parce que je suis d'abord volontaire dans ces domaines, donc je suis aussi enthousiasmé à apporter mon apport dans ce que les autres font. Maman Olive a initié un projet sous la coordination de Dr Talaja qui nous a fait venir. Nous avons une équipe de Lubumbashi, donc nous faisons partie de l'équipe de Lubumbashi et nous allons en appui. Quand nous allons en appui, nous allons sous multiples facettes, donc multiples casquettes, je peux dire. Donc nous sommes de l'université de Lubumbashi, nous sommes de Lubumbashi et nous sommes membres, nous sommes collaborateurs et surtout nous sommes congolais. Ouais. Alors l'expertise est sollicitée non pas seulement au Congo mais aussi dans d'autres pays voisins dans le cadre de ce projet BAM. Vous pouvez nous en parler? D'abord, je dois dire que BAM, dont les amis dont je fais allusion, la plupart de ceux avec qui nous avons commencé étaient des étrangers. Il y a une orientation au Congo-Brazzaville, il y en a en Zambie, il y en a en Afrique du Sud. Et ce sont des amis qui ont été appuyés par leur gouvernement local, ils ont évolué. Et nous sommes restés là, traînant un peu les pieds et autres, tout ça. Mais cela n'empêche, quand les amis ont besoin de nous, ils font appel parce qu'ils savent que l'initiative est venue du Congo. Ils nous font appel pour aller améliorer telle ou telle autre situation. Hormis cela, nous faisons partie des organisations internationales savantes, dont Operation Smile, Médecins sans repos ou bien de Second Chance. Ce sont ces organisations qui nous utilisent aussi en collaboration et qui ont fait en sorte que nous puissions sillonner le monde avec eux, en fait d'apporter l'expertise congolaise pour que ce qu'eux sont appelés à faire dans les chefs des malades, dans les différents pays, que nous puissions y participer aussi. Vous comptez au sein de BAM 75 membres, dont tous des bénévoles, parmi lesquels des professeurs, des spécialistes, des généralistes, pharmaciens, infirmiers, à 1 à 2 psychologues, administratifs, personnes d'appui et autres sympathisants éparpillés à travers le pays. En 15 ans, quelles sont réellement les vies qui ont été sauvées? Vraiment, si l'on doit répertorier toutes nos actions, je crois que, Fabien, il faudra que l'on prenne une émission tout entière pour essayer de le faire, mais dites-vous que... Les cas les plus désespérés, par exemple. Oui, les cas les plus désespérés, ce sont les derniers cas que nous venons de faire ici. C'est une fille qui souffrait de l'améloblastome, une intervention qui devait coûter des milliers de dollars, et cette fille est venue se confier à nous. Ses parents sont venus se confier à nous. Nous avons rappelé notre expertise, dont le professeur Mbouyi Sébastien qui est en train de me suivre. Et moi, j'ai fait l'anesthésie. Nous avons opéré cette fille sans aucun rond. Elle n'a payé aucun rond. Pourtant, l'hôpital privé pour lequel la fille s'était rendue, on devait payer beaucoup d'argent. Elle devait débourser des dizaines de milliers de dollars. Et nous l'avons fait nous-mêmes, à nos propres frais, par rapport à notre expertise. Et aujourd'hui, la fille a réintégré la société et il y a aussi un autre enfant de 2 ans qui souffrait d'une hernie pendant 2 ans, imagine. Pendant 2 ans, nous l'avons ramassé comme ça en cours de route et nous l'avons amené dans notre clinique parce que dans les BAM, il est né une clinique Saint-Gustave. Et à travers Saint-Gustave, nous posons maintenant nos gestes et nos actes à nous sans pour autant que les malades ne puissent payer des frais. Alors, il y a pratiquement des images, des vidéos qu'on n'a pas voulu utiliser parce qu'il y a des opérations très sensibles
question de ne pas donc toucher à certaines sensibilités. Oui. Moi, personnellement, je suis parmi ces personnes. Il y a des images qui me marquent, qui m'arrachent par moments des larmes aux yeux. Oui. Et je n'ai pas voulu donc en faire usage. Oui. Vous avez compris. Et des bénévoles. Ce travail, c'est un apostolat. Est-ce que c'est facile? Comment vous avez tenu en 15 ans, avec quels moyens, et comment vous êtes arrivé à implanter des centres hospitaliers quand même? À Lubumbashi, c'est combien? 3 au total? Oui, à Lubumbashi, un centre et puis des cabinets éparpillés à travers la ville. Maintenant, là, nous avançons vers Goma et vers les Maniema. Et on va voir vers Kalemi et les autres. Alors, comment vous tenez en une période difficile? Mais moi, je crois que, Fabien, c'est juste une question d'organisation. Nous avons commencé avec vous à Raga. Et quand je vois tous les amis avec qui nous avons commencé, les Nati Lokole, les Françoise Vita et Alain Ndiaté, tous sont maintenant casés quelque part. Voilà. Parce que nous avons été dans une école où nous avons appris auprès des aînés. Nous avons appris avec les maigres salaires qu'on avait à s'organiser. Je crois que ça a continué dans la même lignée, malgré les difficultés, malgré que on n'a pas vraiment de soutien comme tel, mais nous essayons avec nos salaires, nous cotisons de nous-mêmes pour essayer de poser ces gestes. Donc c'est juste une question de volonté et puis de passion et surtout de l'amour du prochain que nous avons pour assister les personnes démunies et les nécessiteuses. Un projet humanitaire, absolument, il faut avoir des partenaires. Vous avez besoin d'un accompagnement à quel niveau exactement? L'accompagnement, c'est à tous les niveaux. Une des raisons que nous sommes là à Kinshasa aussi, c'est de prendre contact avec les différentes autorités. Parce que ce qui fait mal, Fabien, c'est quoi? C'est de constater qu'il y a l'expertise au Congo. J'ai sillonné, grâce à Operation Smile et d'autres organisations, à travers le monde, quelques pays. Partout où je suis passé, j'ai trouvé des médecins congolais. Et j'ai compris que nous venons des bonnes écoles. L'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi et tant d'autres. Nous avons des bons médecins, mais ce qui nous manque ici, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut une bonne infrastructure, il faut des bons matériels, il faut vraiment que le médecin soit à sa place, que le médecin se sente à l'aise. Imaginez, Fabien, le médecin est en train de consulter, on l'appelle quelque part que non, il y a un deuil en famille, il ne sait pas intervenir. Les enfants à l'école, il ne sait pas intervenir. Vous voyez, tout ça, ça entre en jeu et ça ne nous permet pas de donner le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que ce qu'on leur propose, par exemple, à Maputo et dans d'autres provinces de ce pays, je parle de Mozambique, oui. Ce qu'on leur propose en Afrique du Sud, dans toute l'Afrique australe et ailleurs, où ils sont très, très, très nombreux, oui. On les a rencontrés, est-ce que c'est mieux que ce qui touche au pays? Fabien, on doit être honnête quand même. Pour être honnête... Au-delà des infrastructures hospitalières. Pour être honnête, moi j'ai été en Zambie, j'ai été en Afrique du Sud, avant de rentrer sur Lubumbashi. Je crois que quand nous acceptons, quand les amis acceptent d'immigrer, d'aller ailleurs, c'est tout simplement parce que, quelque part, ils se sentaient un peu frustrés par rapport à ce qu'on nous offre, ce qu'on offre aux médecins de l'autre côté. Je crois que c'est insignifiant par rapport au coût de la vie. Mais ils n'ont pas de choix. Ils se disent, mieux vaut accepter ça que de rentrer pour ceci, pour cela. Mais avec le nouvel élan que nous avons actuellement au pays, je crois que les gens pourront comprendre que les médecins pourront se suffire de ce qui leur est dû. Et ça, l'expertise congolaise viendra en bonne et due forme et posera des gestes qui sauveront de nombreuses vies. Alors, si on parle de l'accompagnement au niveau du gouvernement, vous avez besoin concrètement de quoi, par exemple? Nous avons besoin d'être des partenaires du gouvernement. Je vais donner un exemple. Je crois que tu me le permets. Je vous le permets. Je vais donner un exemple. Moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, Fabien, de comprendre comment sont opérés nos frères à Manono? Parce que si je peux
imaginons qu'il y a 100 médecins anesthésistes pour la République démocratique du Congo. Je crois que 70% de ces médecins sont ici à Kinshasa. Mais à Manono, à Rutshuru, au fin fond là-bas, on opère. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se fait? Qui opère? C'est l'infirmier, c'est la personne qui a la même technique de 1980 et autres. Mais si le gouvernement s'est dit, par exemple, qu'il peut appuyer les anesthésistes pour qu'ils aillent former dans toute la République, ça ne demande pas grand-chose. Ce sont ces genres d'idées que les BAM cherchent. Je vais te donner encore un autre exemple. Nous avons été dernièrement à Goma. Dans un coin un peu reculé, nous sommes allés dans une école avec un ami, Machimango. Nous avons vu, pendant la récréation, nous étions partis pour autre chose, mais pendant la récréation, nous avons constaté que bon nombre d'enfants n'étaient pas circoncis. Vous vous imaginez, dans une ville comme celle-là, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas circoncis. C'est une nécessité lorsque vous voyez chez les voisins d'Afrique australe, est-ce que c'est obligatoire? Chez nous, c'est une culture et c'est une situation qui empêcherait, par exemple, de pullulation microbienne. Il y a des enfants qui peuvent avoir des malformations, des phimosis et autres. On ne peut les détecter que quand on fait cette circoncision. Alors, des actes que je peux considérer comme des actes primaires qui peuvent faire en sorte que nos enfants recouvrent leur état culturellement bon, mais voilà, ceux-là n'en bénéficient pas. Mais on peut lancer des opérations pareilles. Avec l'appui du gouvernement et l'expertise congolaise, nous pouvons opérer. Ce sont des petites choses que les BAM visent. Les BAM ne visent pas, non, il faut équiper, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, des gestes que l'on peut négliger, mais qui peuvent faire en sorte que et les gouvernements et les chefs de l'État et tout le monde puissent se retrouver pour l'amélioration de la qualité de vie. Votre spécialisation est axée sur ce que vous appelez approche de la prise en charge anesthésique des enfants opérés d'hydrocéphalée. Donc voilà, cadre de campagne de masse dans 3 hôpitaux de la ville. Alors, vous dites qu'il s'est révélé que cette pathologie touche une couche vulnérable, dont les enfants à majorité de nourrissons. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Nous sommes arrivés à cette conclusion parce que nous avons eu à travailler sur une panoplie de 150 cas et nous avons, en restreignant un peu les spectres, nous sommes arrivés à 60 cas et parmi les 60 cas, majoritairement, c'était des enfants de cet âge-là. C'est-à-dire, le nouveau-né avait un certain pourcentage, mais ceux de 1 mois à 12 voire 24 mois étaient nombreux. Pour la simple raison, ce sont des enfants qui ont plus de chances d'être sauvés pendant cette intervention. Étant donné que les sutures des os crâniens ne sont pas encore consolidées. Et quand on fait, c'est là parce qu'il faut qu'on se le dise entre nous que l'hydrocéphalie, c'est le surplus de liquide céphalo-rachidien qui ne sont plus résorbés comme cela devait se faire. Alors en s'accumulant, qu'est-ce qui se fait? La tête prend du volume et cet enfant mesurerait un diamètre plus élevé et plus prépondérant qu'il l'aurait pendant sa naissance. Alors oui, dans la vidéo avec la réalisation, on va voir justement le couronnement de toutes ces recherches. Merci Junior. Mais vous ressortez quelque chose en disant dans ce travail que la plupart des cas de comment on les appelle, macrocéphalée, sortent des familles démunies et des familles pauvres. Comment expliquer ça? Ce sont des études génétiques qui pourront le poser, des études épidémiologiques qui pourront le dire, mais la majorité des cas, quand vous voyez par exemple l'état professionnel ou l'état social des parents, vous verrez ce sont des gens qui viennent de la brousse, ce sont des gens qui sont des cultivateurs, ce sont des gens qui sont à proximité des zones minières et tous ces mondes-là, ça prouve que ce sont des familles vraiment démunies qui n'ont pas assez de moyens parce que c'est une intervention qui coûte énormément cher. Parmi lesquelles interventions ont été prises en charge par la maman Olive Lembe. Et c'est comme ça que nous, on a recoupé ces cas. Nous en avons fait une étude sur le plan anesthésique, en fait de publier pour la toute première fois en Afrique, en République démocratique et dans le monde, une étude comme celle-là et envie de permettre une bonne documentation à ceux qui viendront après. Alors, vous dites que lorsqu'on intervient avant 2 ans, oui, il y a plus de chances pour la réussite de cet acte que vous posez généralement. Oui. Mais il y a des cas chez nous, faute de moyens,
ou bien faute d'accès à certains endroits où le cas est opérationnel, on est au-delà de 2 ans. Oui. Donc, au-delà de 2 ans, il y a plus de risques. Oui. Il y a moins de chances de la survie. Oui, il y a moins de chances, mais dans notre parcours, nous avons pris même des grandes personnes. Mais nous essayons de faire, mais nous tablons un peu plus sur le moins de 2 ans. C'est tout simplement par rapport à la consolidation des sutures des os crâniens. C'est-à-dire le fait de libérer, de dériver ces liquides céphalo-rachidiens peut faire en sorte que l'on peut avoir plus de chances de diminuer les diamètres au niveau de la tête de ces enfants macrocéphales. Et quand nous le faisons avec ces temps, il n'y a pas vraiment beaucoup des éléments de comorbidité comme tel. Mais quand l'enfant avance, il y a telle malformation, il y a tel aspect qui s'ajoute, il y a la malnutrition et beaucoup de choses qui peuvent s'ajouter et compliquer à la fois l'anesthésiste et les chirurgiens. Alors, vous soutenez cet adage qui dit qu'un seul doigt ne peut pas nettoyer toute la figure ou le visage. Et vous dites que le gouvernement doit absolument soutenir la jeunesse congolaise montante pour arriver à donner le meilleur de soi-même, parce que ces interventions coûtent énormément cher. Madame Olive, seule sur le terrain, Fondation Smiles, ils viennent sur invitation, sur sollicitation. À ce niveau, vous plaidez pour qu'on puisse étendre les interventions au-delà des BAM, c'est-à-dire avoir plus d'ONG. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Non, en fait, les Congolais doivent aimer leur pays. Nous devons aimer notre pays. C'est-à-dire ces enfants-là qui souffrent, il y a une expertise. Ce que j'aime de notre équipe on appelle les neuroteam, c'est-à-dire la majorité sont des Congolais. Nous travaillons jusque tardivement. C'est sans intérêt ou sans quoi que ce soit. Mais vous voyez qu'il y a l'amour du pays. Et aujourd'hui, nous avons des neurochirurgiens dont on parle d'eux. Les professeurs Arunga à Lubumbashi, et les Seba, et les Ngamasata, les Ntalaja, le docteur Mwepou. Nous sommes nombreux. Il suffit seulement qu'on puisse... Mwepou est en Galiema, je crois aussi aux cliniques universitaires. Je crois, oui. Il suffit seulement qu'on nous utilise en bonne et due forme. Je crois que les Congolais seront prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des cas que nous avons fait, Lubumbashi, Maniema, Bukavu. Mais il y en a encore à Kisangani, il y en a encore à l'Équateur. Maintenant, nous tendons la main, par exemple, au nouveau ministre de la Santé. S'il veut que nous puissions l'accompagner, nous sommes prêts. Nous lui tendons la main, nous ouvrons notre cœur, nous demandons même au chef de l'État de nous utiliser, même si nous faisons même office de dire que nous sommes parmi ses conseillers. Que dans le domaine médical, si on peut nous intégrer pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Nous ne voulons plus des histoires de réunions. Nous voulons la pratique sur terrain. Moi, je suis clinicien. Je n'ai rien à voir avec X, Y, Z, mais à travers nous, on peut retrouver beaucoup d'amis qui peuvent mieux donner pour la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, je parlais de Dr Mouteba, j'ai confondu avec Mwepou, Mouteba, qui est aux cliniques, dont à la clinique Ngaliema, un chirurgien de renom. On termine avec vous, justement. Est-ce que pour être anesthésiste, réanimateur, il faut absolument être médecin? Bien sûr. Il faut absolument un cursus normal et Bien sûr. Il faut être médecin, il faut avoir un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement et vous embrassez votre carrière pour la spécialisation. Vous allez la faire en 4 ans, 5 ans. Nous avions des petits soucis à Lubumbashi parce qu'on n'avait pas de formateurs, on n'avait pas de personnes pour nous encadrer, mais nous avons plus une vision extravertie. Ça donnait même un avantage aussi. Ça nous a permis d'aller à l'extérieur, de voir ce que les autres faisaient. Et nous sommes revenus ici chez nous. Et puis quoi, venir défendre les résultats de vos recherches à Kinshasa alors que la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi n'est pas la moindre sur le pays et sur le continent. Mais c'est comme ça qu'on dit que quand on est universitaire, on est universel. Donc on peut aller partout. Je pouvais aller défendre le même travail à Strasbourg. Je pouvais le défendre aux États-Unis. C'est-à-dire quand vous vous basez sur des normes, sur des principes sacrés scientifiques, je crois que même en Israël, vous pouvez aller défendre votre travail. Donc pas de barrière. Foreman Mabala, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes
Foreman Mabala Kipoulou, médecin, anesthésiste et réanimateur. Oui, il est passé par la presse, mais il a entendu l'appel, la voix de son appel, et c'était la médecine. Donc, et vous le faites bien, au service de votre pays et de vos compatriotes, c'est ce qui est plus important. Il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir. Nous sommes restés dans le métier, en train de faire nos blabla. Il semble que ça tient la route, il semble que ça aide et ça révolutionne et ça édifie certains. Laisse-moi te jeter de fleurs. Moi, non, il faut qu'on se le dise parce que les Congolais sont habitués à faire des oraisons funèbres. Laisse-moi te le dire, tu me l'autorises. Je crois que le réalisateur va me le permettre. Oui, ce sera en dehors du plateau. Non. Laisse-moi le faire ici parce que c'est moi qui commande Fabien, ici. Oui, ok. Oui, c'est Fabien qui commande, mais permets-moi 30 secondes. Fabien, c'était on l'appelait l'encre correcteur des ragas. Donc, aujourd'hui, je vois, il continue dans cette lignée. Si on est à l'école de Kassamba, Jean-Marie, donc... bon, voilà. Ici, c'était les 50, mais laisse-moi parler de l'histoire. Ouais. Jean-Marie, nous reconnaissons les mérites. Nous étions à Raga, lui, il était à Télé-Sud. C'était un aîné pour nous. Et je lui jette des fleurs parce que c'est la toute première fois que je viens aussi dans un studio comme celui-ci. Je me retrouve comme si j'étais à l'extérieur. Alors, Fabien, continue à bien faire ton travail. Je suis vraiment fier de toi. Et j'ai béni le Dieu qui a fait que tu restes le même. Ah voilà, bon, merci beaucoup. Foreman Mabala, je vous remercie et très bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis depuis Wantashi, à Lubumbashi, la ville dans laquelle il fait frais ces derniers jours. L'eau fraîche, l'ordinaire, ça passe difficilement. Oui. Alors, vous êtes très nombreux, nous vous saluons, nous vous aimons, vous êtes les nôtres, c'est le Congo. Oui, au-delà de ce qui se passe en politique. Oui. Très bonne soirée. Merci, Fabien. Dans quelques instants, nous changeons de sujet. Nous allons à la Banque centrale. On parle justement finance et économie. L'équipe de Kabedi, ce qu'il faut attendre. Un économiste vient, oui, c'est un piqueur. Il vient réfléchir avec nous. Je reçois Jo Sekimonyo Mutabazi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'avais déjà annoncé, vous êtes économiste. Dites-nous concrètement, le changement intervenu à la Banque centrale, beaucoup de gens s'y attendaient, changement de personnes. Deogracias Mutombo a tout donné durant son temps. Il va justement à l'autorité des régulations de contrôle des assurances, l'ARCA, comme le chef de l'administration, mais à la Banque centrale, Madame Kabedi Moulangou, aujourd'hui, fait son avènement avec deux hommes,
Fikiri, Alimassi et l'autre, le nom va venir tout de suite, avec un conseil d'administration dont certains membres sont connus. Wameso, qui a travaillé dans une banque de la place, Kaasha, qui est connu, il est passé responsable dans une société de télécommunications. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? Disons, on peut faire deux parts de choses qu'on ne peut pas éviter. On doit parler crédibilité, qui nous ramène à nos instincts primitifs, et de pertinence. Quand on parle de crédibilité, on peut avoir le débat de tribalisme. Et moi, je dis, il y a certaines institutions... Quittons ces histoires. On doit en parler. Pourquoi? La géopolitique, on peut l'appliquer dans des institutions représentatives, à l'Assemblée. Mais des institutions comme la Banque centrale, moi, je m'en fous que des personnes soient de telle tribu. C'est plutôt idéologique. De l'autre part aussi, crédibilité, qu'on applaudit, on dit c'est une femme. Merci que ce soit une femme. Mais est-ce que c'est une femme avant d'être idéologue? C'est ça qu'on doit analyser. On ne peut pas seulement applaudir parce que c'est une femme. Il ne faut pas banaliser. C'est pour la toute première fois qu'une femme est à la tête d'une banque centrale du Congo depuis que le Congo est Congo. Et moi, même à l'époque coloniale, je ne sais pas quelle banque existait là-bas, je n'étais pas encore né. Dites-nous, quelle est cette femme qui a dirigé une institution financière comme ça et monétaire? On doit banaliser pourquoi? Parce qu'il ne faut pas la réduire en tant qu'une femme. Moi, je dis non, il faut banaliser. Si c'est arrivé son succès idéologique, on dit après c'est une femme, mais on doit banaliser son genre. Sinon, on la réduit en une femme. Moi, je dis non, c'est une personne qui a un succès, qui a une carrière. On ne peut pas la réduire, on ne doit pas la réduire en tant qu'une femme. C'est moi. Moi, je dis, il faut banaliser. Voilà. De l'autre côté, il y a la pertinence. Oui. Maintenant, parlons d'idéologie. Je dis, elle vient... D'abord, pertinence. Pertinence. Vous connaissez ces dames personnellement? Il semble que, bon, je sais pas, il semble, elle est passée par le Fonds monétaire international. Est-ce que vous la connaissez personnellement? Non, on doit la juger, que je la connaisse personnellement ou pas. Je me disassocie avec ce genre de relations. Je dis sur le plan idéologique. On vous pardonne parce que vous êtes plus anglophone que francophone, on a compris. Oui. Alors, je dis, pertinence, ça a à voir avec idéologie. Je dis, elle vient de la FMI, AMF, FMI. Je dis, ça vient d'une école où on parle beaucoup plus de prudence qu'en prendre de grands risques. C'est une école où quand on parle des pays les plus endettés, on parle du Burundi au lieu des États-Unis. Alors, sur le plan idéologique, je me dis, elle est là, c'est la continuité du consensus qui existe, idéologique, qui va de pair avec la maintenance de la pauvreté. Vous dites que c'est un consensus... En RDC. Un consensus qui est dépassé. Qui est dépassé. Vous, éthociste. Vous dites que le capitalisme est dépassé, le socialisme est dépassé, et ce consensus, vous dites rien ne va changer parce qu'elle vient de cette école. Qui parle de prudence. Le FMI, qui est un médecin qui conseille, par exemple, un malade, non, ne prenez pas assez d'alcool parce que vous souffrez de la cirrhose des foies, ou vous avez un souci de santé. Le médecin venait de quitter le plateau, c'est pas... il ne faut pas le tirer dessus. Donc, il ne faut pas le tirer dessus. C'est une école qui maintient le système des pauvres et des riches. Et des riches, c'est ça, c'est beaucoup plus de prudence. Et je répète, quand on parle à l'AMF, FMI en français? FMI en français. On parle du FMI. On parle du FMI. C'est une pensée toujours, il vient de nous dire il faut être prudent. Quand on parle des pauvres, des plus endettés... Faites attention, ne dépensez pas beaucoup. Il ne faut pas vous endetter beaucoup. On parle de pourcentage. On dit que ces pays, son PIB comparé à sa dette, c'est 100%. Comparé à l'autre, c'est 70%. Mais on ne dit pas que 100% de celui-ci, c'est 1 milliard. Comparé à l'autre dont on dit 90%, c'est 2000 milliards. C'est ça il y a ces doutes-là qui existent. Une idéologie qui nous présente les pays les plus endettés, seulement ces pays, entre guillemets, pauvres, mais on ne parle pas des États-Unis d'Amérique qui sont hyper endettés. Hyper endettés. Alors, c'est quand même... on nous a fait avaler des choses. Hein. Alors, c'est ça. Je comprends votre révolte. C'est ça ma révolte. Et c'est pour ça que cette émission, c'est pour un peu mettre à défi
hein, le nouveau gouverneur, j'applaudis, j'apprécie, mais d'une autre façon, je dois dire en passant, j'apprécie au moins une innovation pour dire, avec ce nom, ça a surpris pour dire, comme je dis, on est plus de 80 millions de Congolais. Il y a beaucoup de têtes. On peut changer cette République, on peut créer une révolution, une évolution, mais il y a tellement de têtes qu'on néglige. On vient de prendre quelqu'un qu'on s'attendait le moins. Mais quand on regarde son CV, on se dit elle a toutes les habiletés. Le problème que j'ai, c'est un problème idéologique. Quelle est la mission qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qui aurait favorisé sa nomination? Vous... je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, mais j'applaudis. Au moins, il y a une innovation. On nous a mis une personne pour dire il y a 80 millions de Congolais, un gouverneur, un nom qu'on s'attendait le moins. De l'autre côté, je dis quelle est la mission? Parmi les deux vice-gouverneurs, il y a Dieudonné Fikiri aussi, qui a une expertise avérée en matière de politique monétaire, qui est également proche de cette école du FMI. Oui, mais je dis même... De cette idéologie. Et je voulais en venir pour dire quelle est la mission. Quelle est la mission? Si on veut rendre la Banque centrale une institution neutre, je dis, dans sa composition, ils ont échoué. Monsieur Fikiri, on sait qu'il est sénateur, il a voulu être questeur. Bien sûr, il était monétariste, on sait de quelle école il est. L'autre, je crois que l'autre vice-gouverneur... Il vient de la RVA, semble-t-il. Avec toutes les controversies qui s'avèrent vraies ou faux, mais on a amené des politiciens avérés qui ne rendront pas... Même Madame Kabedi n'est pas politicienne. Elle n'est pas politicienne, mais si l'idée en général, c'est rendre cette institution neutre, il y a un défi pour dire dans sa composition, dans son mélange, même les membres, je pense qu'il y a un seul membre qu'on peut lire de ce qu'il a écrit. Il y a, je crois, c'est Alain Etta, dont il a parlé un papier qu'il a écrit sur le capitalisme, présenter une alternative. Je dis, sur le plan... Vous parlez de membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration aussi. On peut se voir que c'est difficile de voir que ça sera un organe neutre. Qui vous a dit que la Banque centrale, avec ses nouvelles nominations, est en train de passer de son statut que vous connaissez à une institution indépendante? C'est ça la mission. C'est ça la mission. Quand on voit les contrats, les résolutions avec la FMI, c'est un des critères pour recevoir le 1,5 milliard. C'est qu'il faut faire de la Banque centrale une institution indépendante. Est-ce que c'est pour la première fois qu'on a un conseil d'administration à la Banque centrale du Congo? Non, c'est pas, mais je dis, si c'est la mission de rendre cela, comme la FMI le demande, une organisation indépendante, je dis, on a échoué dans sa composition. On a échoué dans sa composition comme ça. Oui, mais de l'autre côté... Est-ce qu'on a en partie répondu, accéder à certaines demandes, exigences du FMI? Oui, je dis, d'une part, c'est ça. De l'autre part de cette analyse, je dis, mais si on va aller remuer, faire, comment on dit en français, remue-ménage pour chercher 1,5 milliard, je dis, ça ne valait pas la peine. Si on a fait tout ça, pour seulement avoir, je crois, 1,5 milliard, je crois 3 ou 5 ans de dette, je dis, ils n'ont pas encore compris qu'en RDC, on a besoin pas de prudence, on a besoin d'un boom économique, on a besoin de 1000 milliards. On a besoin de 1500 milliards. D'un surendettement. D'un surendettement, comme tous les pays développés sont les pays surendettés. On connaît la formule. Mais comme je dis toujours, vous pouvez aller sur l'Internet, vous pouvez trouver la formule de la bombe atomique. Ce n'est pas dit que vous pouvez faire la bombe atomique. Ça demande une certaine expertise d'y arriver. Et je dis, c'est ça le problème qu'on a en RDC. Jusque-là, je peux exagérer du terme pour dire on est encore dans nos pensées, dans nos raisonnements primitifs en matière de politique économique. On doit se surpasser. On doit penser développement comparé à la croissance. Donc il faut être un rebelle vis-à-vis des partenaires traditionnels, surtout les institutions des Bretton Woods. Et parce que sont-ils vous vraiment nos partenaires? Vous serez sans eux. Sont-ils nos vrais partenaires? Sont-ils nos partenaires? Je dis, on doit se repositionner, on doit avoir des grands dialogues. Bien sûr, tout le monde peut se dire que ce sont nos partenaires préférés, admirés, mais on est encore pauvres. Ils n'ont rien résolu. Ça veut dire, sont-ils vraiment nos partenaires? Ou d'une autre façon, qu'on peut poser la question, sont-ils en train de nous accompagner dans la
pauvreté, maintenir la pauvreté, ou sont-ils en train de nous essayer de nous faire sortir de la pauvreté? Et jusque-là, ils sont en train de nous accompagner fidèlement dans la pauvreté. Et c'est pas de Un accompagnement fidèle. dans la pauvreté. C'est bizarre. Ouais. Mais ce n'est pas de leur faute. Moi, je dis, de l'autre côté, c'est les débats dont on prend. Par exemple, je dis juste comme ça, je dis, regardez le débat avec les Piodi, le prix... Vous parlez des produits alimentaires surgelés. Surgelés. Des entreprises s'entêtent, le gouvernement tient mordicus à la baisse des prix. Et ça, c'est une distraction. C'est une distraction. Comment vous dites distraction? Parce que ce n'est pas au gouvernement ni de fixer de prix, ni de me dire de quoi manger. Quoi manger. Et c'est nous, notre goût, qui va guider ou ordonner les entreprises publiques à les résoudre. Faites-moi riche et moi je veux dire, moi je veux manger le caviar. Il faut comprendre monsieur, ça. Vous restez dans les nuages là en train de planer. Concrètement, le gouvernement doit laisser les structures des prix telles que on doit revenir. Tels que les opérateurs économiques nous les imposent ou les imposent au peuple congolais. Le problème que vous avez, c'est ci. Vous dites que c'est dans le nuage. Dans le nuage, c'est là où on paye. Vous voulez rester dans la pauvreté d'une discussion, et on doit aller dans le nuage. Les gens qui sont payés, c'est ceux qui parlent de nuage. Ils ne parlent pas de la terre. C'est ça. C'est idéologiquement. Le gouvernement n'a pas à fixer le prix. Vous êtes trop idéologue. Alors restons. On doit être idéologue. Quittons les firmaments pour la terre. Si on a eu le gouvernement, parce qu'on a eu des idéologues. Le gouvernement doit laisser les opérateurs économiques imposer au peuple congolais des prix des produits alimentaires surgelés. Oui. Alors que le ministre a fait un tour en Afrique australe, il a vu comment les choses se passent, et vous dites que c'est une distraction. C'est une distraction. Qu'est-ce que vous racontez le problème que vous avez, vous n'êtes pas idéologue. Moi, je suis idéologue. Ça veut dire quoi? Le rôle de l'État. On doit être idéologue. Le rôle de l'État, ce n'est pas fixer le prix. Le rôle de l'État, laisse-moi créer un écosystème où moi je serai riche. Si je ne veux pas manger, ce n'est pas à vous. Ça signifie quoi? Créer un écosystème où vous devez être riche. Augmenter, je dis, commencer par le plus simple. Augmenter le SMIC, créer. Il y a tellement qu'on peut faire de formules. Pensez à la poche du Congolais, pas à la poche du gouvernement. Vous racontez quand même les histoires là. Et SMIG avec quoi? Et encore, c'est ça. Combien de Congolais travaillent? Et c'est ça qui me rend. Non, combien de Congolais travaillent? C'est ça qui me rend. La plupart fou. sont dans l'informel. Et c'est ça, c'est pas ça le problème. Le problème que vous êtes idéologue. Mais les idéologues, vous êtes idéologue d'une science du passé. Vous défendez une notion politique, économique du passé. Vous êtes idéologue. Vous défendez une notion socio-politique du passé. Vous parlez de l'emploi. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont dans leur Combien de Congolais travaillent et ont un salaire? Ce n'est pas ça. L'informel a pris le dessus sur le formel. Et ça, c'est encore une distraction. Quel SMIG pour combien de Congolais? Monsieur l'idéologue. Vous connaissez ce que c'est le SMIG. Quel est l'impact du changement du SMIG? Quel est l'impact? Je vais dans les conférences, je demande quel est l'impact d'augmenter le SMIG à $7 de l'heure? Quel est l'impact? C'est toute une révolution, c'est toute une machine. C'est comme ça que ça va créer un boom économique artificiel. C'est comme ça qu'on peut créer le crédit. Aujourd'hui, si vous faites $100, vous pouvez avoir une dette de $100. Qu'est-ce que vous allez faire avec $100? Si vous pouvez faire $100 000, vous pouvez prendre une dette de 100% sur votre salaire, ça veut dire $100 000. Ce que vous pouvez faire avec $100 000, vous n'allez pas le faire avec $100. Alors, le SMIC. Je comprends que vous venez d'un autre monde et vous... Le monde développé. Vous semblez confondre le Congo avec ces pays qui sont allés plus loin et qui sont même super endettés, vous le dites, hyper endettés. Et vous défendez la FMI. FMI ou AMF? L'OFMI, le fonds. Oui. C'est vous qui le défendez. Oui, en anglais, oui, vous pouvez dire... Vous voulez qu'on reste pauvre. Moi, je dis, on n'a pas intérêt à être pauvre. On doit enrichir le débat. On doit parler comme ailleurs. Vous voulez aujourd'hui, je dis aux gens, on a un problème de circulation, vous amenez le bateau et vous me dites, il faut que je comprenne. Non, on ne doit pas comprendre. On doit amener la technologie pour résoudre nos problèmes. Le problème n'est pas qu'on importe le Piodi, hein, les produits surgelés. Le problème est qu'on importe le laptop. Le problème, c'est ça. Ce n'est pas qu'on importe la bouffe, c'est qu'on importe les laptops. Ça veut dire quoi? Les pays, les produits les plus coûteux, c'est ça qu'on doit target, comme on a dit.
taxer ou faire notre flèche dessus. Ce n'est pas le POD. Le gouvernement doit me parler de la technologie. Le gouvernement doit créer des centres d'innovation. Je m'en fous d'une POD. Moi, je n'aime pas le POD. J'en ai tellement mangé à l'internat et vous faites diminuer le prix pour le produit. Non. Pensez à ma poche. Et si je veux manger le caviar, ce n'est pas à vous de me le dire. Vous allez avec votre AMF ou FMI. Allez avec, vous voulez contrôler, vous voulez parler de prudence. Et moi, je dis, on doit balancer, on doit casser le vase. Donc, on ne peut rien attendre de cette équipe. Ils vont maintenir la pauvreté. Et avec nos partenaires d'une façon très fidèle. Mais ça se répète avec ses partenaires traditionnels. On soutient le gouvernement, on encourage la lutte contre la pauvreté, la corruption et autres. Mais depuis qu'ils promettent rien. Ils nous promettent surtout les partenaires dits stratégiques. Voilà. Rien. Il n'y a même pas une avenue ici. Non, ça, c'est le résultat de ce partenariat. Rien. Mais on pas même une maison. On applaudit Ils sont seulement dans les discours. Et puis, je ne sais pas. Ou c'est payé en tant qu'expert, c'est consultant. Et vous voyez un consultant qui est payé beaucoup d'argent, qui va dans un centre où il y a on appelle malnutrition. Son salaire à lui pouvait même finir la malnutrition. Plus de 2 ans après, les partenaires stratégiques, ils n'ont pas amené de l'argent à leurs partenaires pour faire développer le pays. Et moi, je dis, n'amenez pas l'argent, au lieu d'amener les entrepreneurs, amenez les instructeurs. On doit apprendre aux Congolais à penser moderne, aller dans les nuages avec moi, et dans les nuages, on va trouver des solutions. Alors, restez dans les nuages, nous on reste avec vos partenaires, sur terre. Vous restez sur terre avec vos partenaires bien-aimés. Monsieur Sekimonia Moutabazi, je vous remercie. Et dois-je vous jeter aussi les fleurs comme vous applaudir? Je n'ai pas besoin. Moi, Namouteketa, le plus grand. Non, je suis allergique. Je peux vous jeter aussi des fleurs. Je suis allergique. Prochainement, on parlera de ces contrats. Selon certains Congolais, les contrats restent opaques. Les 3 contrats signés avec le Rwanda. Le Rwanda n'a même pas de grains d'or. Pas même quelques graines de minerais dans son sous-sol. Qu'est-ce qu'ils vont profiter chez nous? Est-ce que ce n'est pas la réponse donnée à la demande de Sarkozy, partager les richesses? Et puis voilà. Est-ce que ce ne sont pas les multinationales qui veulent maintenant piller par la grande porte? C'est la grande porte. C'est la guerre idéologique, on va en parler la fois prochaine. On va en parler prochainement. Merci. Merci. Journal dans une dizaine de minutes. Et après, la suite du programme sur votre chaîne. Avec le même plaisir, nous sommes à votre service. Nous réfléchissons seulement à haute voix. Nous n'avons pas des couleurs politiques. Nous compatissons au malheur qui a frappé tous les territoires de Québec-Kamanga avec la disparition de l'honorable Eugénie Chika, l'attente de beaucoup, qui a été portée en terre aujourd'hui. Bonsoir.